Euh, voilà, le webinaire est enregistré pour votre information, au cas où vous ne l'avez pas entendu. Je vais le répéter encore une fois avant de... Je pense qu'il y a encore quelques participants et participantes qui vont arriver. Silouane Daouk était censé modérer ce webinaire, il est malheureusement malade. Du coup, je prends la relève. Et, je m'appelle Fabienne Expert, je travaille pour le VSA, donc l'Association suisse des professionnels de la protection des eaux. Et je vous présente notre webinaire et le programme qu'on aura aujourd'hui. Tout d'abord, nous allons entendre Juliane Bossard de l'EAVAC qui va parler de son projet de recherche GALPRO. Ensuite, je parlerai rapidement de deux projets au VSA qu'on a qui s'occupent aussi du domaine de l'industrie chimique et pharmaceutique. Et on va finir avec la présentation de Flavia Leonardi sur les exigences dans le canton du Tessin pour le déversement de substances actives. Nous allons ensuite partager les questions et avoir le temps de discuter. Voilà. Du coup, ça c'est un bon permettre pour dire que je vous prierai de rester en mode muet, surtout pendant les présentations, pendant les discussions. Vous avez bien sûr le droit de vous mettre en mode haut-parleur, voilà. Pour vos questions, vous pouvez les mettre dans le chat, dans le Zoom, ou alors quand pendant la discussion, vous êtes aussi libre de prendre la parole, de lever la main ou de prendre la parole directement si le moment est opportun pour ça. Voilà. Alors nous, on s'est demandé aussi un peu, mais qui est-ce qui est là? Du coup, on a fait un petit questionnaire et je vais vous partager le lien pour vous demander de quelle partie ou de quelle partie vous venez. Et je vais aussi partager ça. Et du coup, je vous prierai de participer à notre questionnaire. Dans quel secteur travaillez-vous? Est-ce que vous venez d'une entreprise pharmaceutique, de l'administration publique, de la recherche ou bien d'un autre coin? Voilà. Alors, nous voyons qu'il y a à peu près 40% de l'administration publique, un tiers de autres, et puis on a 14% d'une entreprise pharmaceutique et quelques personnes aussi de la recherche. Merci. Alors nous, de notre côté, voilà, moi je me suis déjà présentée, je travaille au VSA, Julian Bossart est à l'EAVAG, et puis Flavia au canton de Tessin. Normalement, il y a Sébastien Lehmann qui devrait aussi participer, mais je ne l'ai pas encore vu. Donc, il travaille à l'OFEV aussi pour les questions d'ordre au niveau suisse. Normalement, il devrait venir pour participer. Ce projet, Julian, il va le dire après, en fait, il a été aussi en collaboration avec deux associations sectorielles, l'Éco-Suisse et Science Industries, qui étaient également présentées sur les slides que j'ai montrés juste avant. Donc voilà, je vous souhaite une bonne présentation et Julian, je te passe la parole. Super, merci beaucoup Fabienne. Et oui, merci. Oui, dans cette présentation, je vais présenter les résultats du projet GALPRO, comme mentionné, dans lequel nous avons étudié les émissions de substances actives des entreprises galéniques en Suisse. Et comme Fabien a dit, cette étude a été réalisée par l'EAVAC et le VSA sur mandat de l'OFEF et en collaboration avec les associations industrielles Eco-Suisse et Science Industries. Pour commencer, on peut se demander pourquoi les produits pharmaceutiques devraient nous intéresser dans les eaux. Et d'un point de vue très pratique, on pourrait dire que c'est parce que l'ordonnance suisse sur la protection des eaux a maintenant des limites pour 3 produits pharmaceutiques
dans les eaux de surface. Et d'autres vont probablement venir. Et c'est la raison pour laquelle on a des telles valeurs et que des effets négatifs sur les organismes aquatiques ont été constatés pour des produits pharmaceutiques. Par exemple, les psychotropes modifient le comportement des poissons dans les populations naturelles. Un exemple sont des perches européennes exposées à 2 microgrammes par litre d'oxazépam, étaient plus courageuses, plus actives, moins sociales et mangeaient plus rapidement. Les antibiotiques dans l'eau favorisent le développement des bactéries résistantes aux antibiotiques et là, en particulier, relevant sur les concentrations élevées d'antibiotiques, comme par exemple dans les eaux usées de production. Et finalement, un exemple sont les hormones, comme par exemple l'estradiol. Ils peuvent amener les poissons mâles à développer des glandes sexuelles femelles. Une enquête en Grande-Bretagne a montré des poissons intersexués, dont 44 de 51 rivières échantillonnées. Et la question suivante est de savoir comment les produits pharmaceutiques se retrouvent dans les eaux. C'est bien connu qu'une grande partie provient des ménages. C'est une source d'émissions bien étudiée et pour réduire les apports des ménages, plus de 100 stations d'épuration communales seront équipées d'une 4e étape de traitement. En revanche, les apports de l'industrie ne sont pas bien connus. C'est pourquoi le Conseil fédéral a déclaré en 2017, en réponse au poste de la H, que les connaissances sur les apports de substances provenant de l'industrie et de l'artisanat doivent être améliorées et d'éventuelles mesures doivent être examinées. Donc, le VSA a fait une analyse de la situation et ils ont identifié l'industrie chimique et pharmaceutique comme un secteur potentiellement pertinent. Grossièrement, on peut diviser la production des médicaments en 2 branches. D'une part, la synthèse de la substance active et d'autre part, la galénique, aussi appelée formulation, où la substance active est transformée en produit médical final. Nous avons trouvé pour la Suisse que la synthèse a souvent lieu dans des grandes entreprises qui traitent généralement leurs eaux usées dans des steppes industrielles. En contraste, la formulation est souvent réalisée par des petites ou moyennes entreprises. Ils se déversent généralement dans des steppes communales où leurs eaux usées ne représentent qu'une petite partie du volume total des eaux usées. Souvent, ni les entreprises ni les autorités ne savaient quelle quantité de substances actives était introduite dans les eaux par cette voie. Et c'est pourquoi l'OFEF a financé le projet Galpro qui avait pour objectif d'étudier les émissions des entreprises de formulation. L'objectif du projet était de générer des connaissances sur le volume des apports de substances actives dans les eaux provenant des entreprises de formulation. En même temps, nous voulions apprendre sur les pré-traitements et les gestions des eaux usées dans les entreprises et les effets qu'ils ont en termes de rétention des substances actives. D'une part, les connaissances doivent aider les entreprises à évaluer efficacement leurs émissions et à les réduire si nécessaire. Et d'autre part, constituer une base pour l'exécution cantonale. Il était prévu d'analyser les pertes de substances actives des entreprises de formulation sur des sites sélectionnés en Suisse. Mais pour cela, il fallait d'abord savoir quelles entreprises entraient en ligne de compte. Une analyse des permis d'exploitation de Swissmedic a relevé qu'il y a 170 entreprises avec un permis d'exploitation pour la formulation. Sur la base d'informations publiques comme le site de WIP, nous estimons que 2/3 des entreprises ne produisent pas des produits pertinents, comme par exemple l'homéopathie, des remèdes à base de plantes, etc.
Parmi les environ 50 entreprises qui formulent des substances actives pertinentes, 9 ont été sélectionnées sur la base de leur portefeuille des produits et de leur répartition géographique. Les 9 entreprises participantes sont rendues anonymes dans cette étude. C'est pourquoi je ne décris les entreprises et les sites qu'à l'aide de caractéristiques approximatives. Les entreprises comptent généralement entre 30 à 500 employés sur le site étudié. Ils formulent des substances actives très diverses, des analgésiques en vente libre aux opioïdes, en passant par les antibiotiques, les anticancéreux puissantes et les narcotiques. Parmi les substances, aussi des substances qui ne sont normalement pas mesurées dans les eaux usées urbaines, comme les médicaments vétérinaires ou les médicaments non autorisés en Suisse. Et ces substances actives deviennent de formes galéniques diverses, comme des comprimés, gélules, ampoules, suspensions, sprays, etc. La majorité des entreprises n'a pas eu un pré-traitement avant de rejeter les eaux usées dans les égouts. 5 entreprises n'ont pas eu un pré-traitement significatif pour les micropolluants. 2 entreprises collectent les premières eaux de lavage pour les substances actives critiques. Et 2 entreprises ont eu une installation de pré-traitement des eaux usées, incluant une filtration sur charbon actif. Comme les entreprises ont une production par lot, les eaux usées sont également produites par lot. Les nettoyages des conteneurs et des installations de granulation et de mélange sont les plus importants. Comme j'ai mentionné, les eaux usées sont ensuite généralement rejetées directement dans les égouts ou, dans certains cas, il existe une sorte de pré-traitement interne. Contrairement aux ménages, les émissions provenant des entreprises arrivent dans les steppes communales irrégulièrement comme des pulses. En ce qui concerne les steppes, toutes les steppes de l'étude ont 3 étapes de traitement. Parmi elles, 7 ont une taille moyenne, mais une steppe est relativement petite avec moins de 10 000 habitants raccordés. Pour étudier les pertes de substances actives des entreprises, nous avons prélevé des échantillons à l'influent et à l'effluent des steppes communales. Le prélèvement d'échantillons a été effectué par le personnel des steppes et la durée de l'échantillonnage était généralement entre 4 à 6 semaines et les entreprises ont donné des informations sur le plan de production et les quantités de substances actives. Comme ça, on savait pour quelles substances les échantillons devaient être analysés à l'IAVAC par LC-HRMS. Mais au début, on ne savait pas à quelle vitesse la concentration changeait sous l'effet des apports intermittents. Et c'est pourquoi nous avons analysé l'effluent de la première step avec le MS2 Field. Le MS2 Field est ce laboratoire mobile qui peut prélever et mesurer un échantillon toutes les 20 minutes de manière entièrement automatique. On obtient comme ça une image à haute résolution temporelle de la dynamique de la concentration. Pour démontrer la dynamique des médicaments dans l'effluent de la steppe, je montre ici, par exemple, la concentration d'un antidouleur qui a été produit dans une entreprise de formulation. On voit des variations quotidiennes, mais sinon un apport très constant. Et ça, c'est typique pour des émissions domestiques. Mais ici, le 12 et 13 novembre, on constate une augmentation soudaine en quelques heures. Et c'est typique pour d'eau usée de l'industrie contenant des substances actives. Les mesures MS2 Field montrent très clairement la vitesse à laquelle les concentrations changent. La ligne continue ici montre ce que serait notre donnée
si nous n'avions pas mesuré avec les MS2 Field, mais avec des échantillons quotidiens composites. On voit qu'avec les échantillons quotidiens composites, on sous-estime les concentrations maximales. Mais les apports industriels sont également bien identifiables. Comme il n'est pas possible, pour des raisons pratiques, d'échantillonner chaque site avec le MS2 Field, nous avons prélevé des échantillons quotidiens composites sur les sites suivants. Ici, j'aimerais montrer à l'aide d'un exemple comment nous avons fait nos analyses sur les différents sites. Pour rappel, nous avons prélevé des échantillons quotidiens composites à l'influent et à l'effluent des steppes où les entreprises déversent leurs eaux usées. Nous avons analysé ces échantillons pour les substances qui étaient formulées dans les entreprises. Dans le graphique, je vais montrer la concentration d'une substance anti-inflammatoire. En rouge, la concentration, on voit la concentration à l'influent et en bleu à l'effluent. Dans la première semaine, on voit les émissions des ménages. Et comme cette substance active est très souvent consommée, la concentration à l'influent est relativement entre 5 à 6 microgrammes par litre. Mais la substance est très bien dégradée à environ 99% dans la steppe. Et par conséquent, la concentration à l'effluent n'est plus que d'environ 0,05 microgrammes par litre. Les jours où l'entreprise a lavé des conteneurs ou des machines qui étaient en contact avec cette substance sont marqués en vert. Et en raison du nettoyage des machines et des conteneurs dans l'entreprise, la concentration augmente jusqu'à 370 microgrammes par litre à l'influent et en comparaison d'avant à 600 fois à 31 microgrammes par litre à l'effluent. Sur la base de l'augmentation soudaine et la concentration sur la base de l'augmentation soudaine et de la corrélation temporelle avec le nettoyage, nous pouvons être certains que ces concentrations maximales sont dues aux eaux usées de l'entreprise. Et une analyse comme celle-ci a ainsi été faite pour toutes les substances actives sur tous les sites. Pour avoir un aperçu de tous les sites, nous pouvons regarder ici les concentrations les plus élevées mesurées par rapport des substances actives. Cela signifie que chaque point ici représente la concentration d'une substance active après un apport d'eau usée d'une entreprise. En rouge, il s'agit de l'influent et en bleu de l'effluent des steppes. On voit que des apports de substances actives dus aux eaux usées de l'entreprise ont été mesurés sur tous les sites. L'échelle logarithmique ici montre la grande variété des concentrations mesurées. Sur plusieurs sites, des concentrations supérieures à 100 microgrammes par litre ont été mesurées. Et sur un site, la concentration a même atteint près de 1 mg par litre. La comparaison entre l'influent et l'effluent montre aussi les différences dans l'élimination des substances dans les steppes. Par exemple, les substances actives sur les sites 4, 5 et 6 ont été très bien éliminées. Mais par exemple, en contraste, l'entreprise 3 formule des substances qui n'ont pratiquement pas été dégradées dans la steppe. Et une analyse de toutes les substances sur tous les sites montre que 40% des substances actives sont bien dégradées dans les steppes et 40% des substances actives sont mal dégradées. Alors, par conséquent, la quantité de substances actives qui parviennent dans le cours d'eau dépend fortement de la substance. Juliane, je pense que l'effluent est en bleu et l'influent en rouge, vu que ça se dégrade. Ah oui, c'est ça. Je pense qu'il y a Désolé, une c'est légère erreur. une erreur. Oui, c'est ça. C'est l'influent en rouge et l'effluent en bleu.
Oui, merci Fabienne. Un autre paramètre intéressant est le taux de perte. Le taux de perte se calcule à partir de la quantité de substances actives à l'influent de la STEP et la quantité de substances actives formulées dans l'entreprise. Grâce aux informations fournies par les entreprises sur les quantités formulées, nous avons pu calculer des taux de perte pour la plupart des substances actives. Les taux de perte permettent de comparer les émissions par rapport aux quantités utilisées, par exemple pour comparer l'effet des pré-traitements. Dans ce graphique, nous voyons les taux de perte en pourcent pour les 9 entreprises. Chaque point ici représente le taux de perte d'une substance active. Les entreprises 1 à 7 n'ont pas d'installation de pré-traitement des eaux usées et les entreprises 8 et 9 possèdent un pré-traitement des eaux usées avec filtration sur charbon actif. Pour les substances actives sans pré-traitement, nous avons trouvé que le taux de perte est généralement entre 0,1 à 1,5%. Dans l'entreprise 2, il y a un cas aberrant avec un taux de perte de 3,5%. La raison là est probablement que seulement une petite quantité de 800 grammes a été formulée. Et ça signifie que si la quantité de substances actives formulée est faible, on a rapidement un taux de perte élevé. Malheureusement, dans cette étude, on n'a pas pu analyser l'effet de la collecte de la première eau de lavage. L'entreprise 7 a collecté la première eau de lavage pendant la période d'échantillonnage pour une substance active qu'il considère comme critique. Cependant, un taux de perte anormalement élevé de 1,5% a été trouvé pour cette substance. L'entreprise soupçonne une erreur humaine derrière ce phénomène. Parce que pour la collecte de la première eau de lavage, il faut changer manuellement la voie de déversement. Et ce qui a probablement été oublié dans ce cas. Il manque donc suffisamment de données pour analyser l'effet de la collecte de la première eau de lavage. En principe, cette mesure a du potentiel car elle peut être utilisée de manière ciblée pour les substances actives critiques. Cependant, le changement manuel est sujet à des erreurs et nécessite donc une attention constante pour une exécution correcte. Comme mentionné avant, les entreprises 8 et 9 ont un pré-traitement avec une filtration sur charbon actif. Et pour ces entreprises, nous avons constaté des taux de perte 10 à 100 fois inférieurs, à savoir entre 0,002 à 0,02%. Mais ce qui était frappant était ce taux de perte plus de 100 fois supérieur. En plus, pour cette substance, des concentrations très élevées ont été mesurées, ce qui est surprenant compte tenu du filtre à charbon actif. Grâce à la discussion avec l'entreprise et le canton, nous avons trouvé la raison pour ça. L'entreprise déverse ses eaux de lavage dans un réservoir de stockage et normalement, l'eau est pompée de là vers l'installation de pré-traitement avec filtre à charbon actif et puis rejetée dans les égouts. Mais en partie, la quantité d'eau de lavage dépassait la capacité du réservoir de stockage. Et cela a entraîné des déversements directs dans les égouts via le déversoir d'urgence. Ces rejets non traités via le déversoir d'urgence n'ont pas été remarqués et ont entraîné des apports très forts dans la steppe. L'entreprise a remédié à ce problème en installant 2 réservoirs supplémentaires. En résumé, la filtration sur charbon actif réduit efficacement les émissions de substances actives, mais son exploitation nécessite toutefois une expertise et un contrôle régulier dans son bon fonctionnement.
Un autre point que nous voulions examiner était l'influence de la forme galénique sur les émissions. Avant notre étude, les avis d'experts divergeaient sur l'influence de la forme galénique. D'une part, un article spécialisé suggérait qu'il n'y a pas d'émissions sur les formes galéniques liquides, car les récipients peuvent être vidés plus ou moins jusqu'à la dernière goutte. D'autre part, il a été supposé qu'il y a peu d'émissions pour les formes pharmaceutiques solides, car les récipients peuvent être grattés ou aspirés avant le nettoyage. Pour analyser ça, nous pouvons encore une fois voir les taux de perte des différentes substances actives. Mais cette fois-ci, les substances actives sont colorées en fonction de la forme galénique sous laquelle elles ont été formulées. On voit clairement ici que des émissions ont été constatées dans des proportions similaires pour toutes les formes galéniques. Donc, il faut s'attendre à des pertes significatives de substances actives pour toutes les formes galéniques. Pour conclure, j'aimerais montrer comment les connaissances acquises dans le projet Galpro aident les entreprises et les autorités dans leur évaluation des risques. Les pertes de substances actives dans les entreprises se composent de la quantité formulée et du taux de perte. Naturellement, les entreprises connaissent la quantité formulée et nos études ont montré que sans pré-traitement, il faut s'attendre à des taux de perte allant jusqu'à 1,5%. Avec la filtration sur charbon actif, le taux de perte était 10 à 100 fois plus faible. Ensuite, il est apparu qu'il était important d'être informé sur le système de canalisation. Un exemple était le déversoir d'urgence de avant et un autre a été constaté lors d'un entretien avec l'exploitant de la steppe du site 4, où il existait un déversoir d'orage entre l'entreprise et la steppe, qui se déversait directement dans un ruisseau, même lors d'événements pluvieux mineurs. D'un point de vue écologique, une question est doublement problématique car, premièrement, ça ne permet pas d'éliminer les substances actives dans la steppe et deuxièmement, les eaux usées sont moins diluées dans le ruisseau que dans le cours d'eau récepteur. Et ça, c'est pourquoi il est judicieux de clarifier la présence de déversoirs d'orage. Par ailleurs, notre étude a montré que l'élimination dépendait fortement de la substance active. En outre, il faut tenir compte du fait que l'élimination en cas d'apport pulsé peut être différent de l'élimination en cas d'apport constant. Enfin, nous avons également calculé des facteurs de dilution pour les steppes. Ceux-ci permettent de prendre conscience que la dilution des eaux usées épurées peut être très faible selon les sites. Sur 5 sites, les eaux usées sont diluées moins de 100 fois en période de sécheresse. Sur un site, elle n'est même plus qu'un facteur 2. Les conclusions de notre étude peuvent donc être utilisées pour améliorer les concepts d'évaluation des substances, comme le présentera Fabienne dans sa prochaine présentation. Et oui, ainsi, j'en arrive aux conclusions. L'analyse des autorisations de Swissmedic a montré qu'en Suisse, environ 170 entreprises possèdent une autorisation d'exploitation pour la formulation. Nous estimons que 2 tiers ne formulent pas de substances pertinentes, mais en contraste, actives très puissantes. Nos mesures montrent que les émissions des entreprises pharmaceutiques de formulation entraînent des concentrations élevées des substances actives dans les steppes. Il y avait des fortes variations dans les concentrations trouvées selon les entreprises, en influant de 2 microgrammes par litre maximum à près de 1 mg par litre. Troisième, nous avons montré que les émissions sont indépendantes de la forme galénique et que l'élimination dans les steppes à 3 étapes
fortement dépendants des substances actives. Finalement, nous avons montré que des entreprises sans pré-traitement ont des taux de perte généralement entre 0,1 à 1,5%. Et le pré-traitement par filtration sur charbon actif a montré un taux de perte 10 à 100 fois plus faible dans des conditions d'exploitation correctes. En résumé, l'importance des pertes de substances actives via les eaux usées de l'entreprise dépend fortement de la situation. Les quantités formulées, les taux de perte et les propriétés des substances actives sont des critères d'évaluation importants. Donc, le projet Galpro fournit les bases d'une meilleure évaluation de la situation dans l'entreprise et toutes les informations et les conclusions du projet seront publiées dans un article sur Aqua et Gaz et dans une publication scientifique. Pour conclure, nous souhaitons remercier chaleureusement les participants, en particulier aux entreprises et aux cantons impliqués pour leur collaboration constructive et basée sur la confiance. Il ne va pas de soi que les entreprises, les autorités et la recherche collaborent aussi bien dans le cadre d'un projet et je les en remercie chaleureusement. En outre, je remercie les collaborateurs des STEP pour la fiabilité des prélèvements, le groupe d'accompagnement avec Sylvia, Linda, Anna et Saskia pour leur bonne collaboration, l'équipe de projet avec Heinz, Rebecca et Fabienne, Matze, Anne et Sarina pour leur aide dans les analyses, l'Office fédéral de l'environnement pour le financement et vous tous pour votre attention. Merci. Merci beaucoup, Julian, pour cette superbe présentation. Pour l'instant, il n'y a pas de questions dans le chat. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main ou écrire votre question dans le chat. Qu'est-ce qui a été l'événement ou qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans ce projet, Julian? Bon, je pense, pour moi, c'était toujours le contact avec les entreprises. Aussi quand oui, je pouvais venir et discuter les résultats, c'était toujours super intéressant ou parfois voir la production. Oui, pour moi, ça a été sûrement un highlight. D'accord, merci. Isabelle, oui, tu as une question? Est-ce que c'est bon? Oui, ça va. Oui, parfait. J'ai une question, je ne sais pas si vous pouvez me répondre. Ça concerne effectivement les 3 principes actifs qui ont été présélectionnés ou sélectionnés pour apparaître dans l'eau haute. On en a parlé au début, Julien. Quels ont été les critères pour identifier ces 3 principes actifs, puisqu'on sait que des principes actifs, il y en a des milliers. Pourquoi ces 3-ci? Je ne suis pas sûr de quels 3 principes actifs. Oui, les 3 principes actifs. Erythromycine et le troisième, c'est Le diclofénac. cyanantine. Ouais, Tout au début de Ah, ta tout au début. présentation. Oui. Quels sont les critères qui ont été définis pour identifier ces 3-ci, ces 3, plutôt que d'autres? Peut-être Fabienne, tu sais plus que moi dans ce cas? Ça, ce serait une bonne question pour Silouane, mais je pense que Sébastien, lui, devrait savoir aussi. Sébastien, est-ce que tu peux répondre à la question de manière complète ou plus complète que je ne pourrais le faire? Alors, je peux te dire ce que je sais. Les manettes, voilà. Alors, d'une part, c'est des mesures qui sont déjà faites avec les stations de mesure NAVA qui ont montré que ces substances étaient là. Je pense que ça a été un peu la base. Après, les critères qui ont fait que ça a exactement été pris dans l'ordonnance sur l'eau, je ne sais pas si Sébastien, maintenant que tu es à nouveau là, tu peux nous dire pourquoi ces 3 substances ont été pris comme valeur, avec des valeurs numériques dans l'eau.
Est-ce que tu Voilà, veux- excusez-moi. Oui, j'ai voulu enclencher mon micro et j'ai quitté la réunion. Je crois que ça arrive encore, même après 2 ans et demi d'expérience. Aïe, aïe, aïe. Je ne connais pas exactement les critères. Je pense qu'en gros, c'est aussi par rapport à la fiabilité et des connaissances par rapport à ces substances. À partir du moment où on met une indication, une valeur dans l'ordonnance, dans un texte de loi, il faut qu'on en soit sûr, il faut qu'il soit robuste, il faut qu'il soit aussi avec un certain consensus autour de ces informations. Donc, avec à la fois, parce que c'est des substances pour lesquelles on a évalué qu'il pouvait avoir régulièrement des risques de dépassement. Et puis ensuite, des substances pour lesquelles les connaissances étaient suffisamment inventées pour les ancrer dans la loi. Ça, c'est ces 2 critères que je vois comme étant importants sans ayant participé à ce processus. Et puis, en fait, ces adaptations, c'est aussi par paquet. Donc là, maintenant, il y aura peut-être dans le prochain paquet, il y en aura peut-être des nouveaux. Et c'est en train de se construire, de s'alimenter. Donc, c'est vraiment aussi les 3 premières substances actives médicamenteuses. Et ça ne veut pas dire que ce seront les seules à l'avenir. OK. Et puis, si je peux juste encore rebondir par rapport aux valeurs limites qui ont été fixées pour ces 3 paramètres, est-ce que tu sais aussi quels critères ont été utilisés pour fixer ces limites? Comment ça, quels critères? ce sont Des critères écotoxicologiques. Quels critères écotoxicologiques ont été utilisés pour fixer, par exemple, la limite de 0,019 d'azithromycine? Ah non, alors ça, je ne connais pas les détails. C'est vraiment des Ça se questions base sur d'écotoxicologie et c'est basé sur tout ce qui est analysé. Donc, je ne sais pas si on est dans le cas de substances où il y avait qu'un taxon, puis il a fallu mettre le niveau 1000 de sécurité ou s'il y avait les 3 taxons qui permettaient à être au-dessous. Ça, c'est des détails que je ne connais pas. D'accord. Alors, ça se base sur le critère de qualité environnementale, ces critères-là, qui se basent sur des biotests et après sur les tests écotoxicologiques. Oui. Et le test écotoxicologique qui montre la valeur la plus basse va être prise pour définir ce critère. Donc, ça se peut que pour les 3 substances, ce soit des organismes différents. Oui, et puis comme il y a beaucoup de tests qui existent, il y a quand même une variété de tests énorme. C'était de savoir si lesquels spécifiques avaient été utilisés pour fixer Écoute, ces valeurs. moi je peux bien me renseigner auprès de mes collègues, que ce soit Anke ou Yael ou des gens de la section de Christian Loy qualité des eaux, parce que eux, ils sauront exactement ce qui a été choisi. Alors, ouais, volontiers. En ce qui me concerne, ça m'intéresse parce que c'est vrai que cette approche, elle peut être aussi intéressante pour une approche de limite de rejet pour une entreprise, par exemple. Voilà. OK, merci Isabelle pour ta question. Ensuite, on avait encore une question dans le chat de la technique d'analyse du MS2 Field de Julian. Est-ce que c'est une analyse continue en ligne? Oui, c'est ça. Si je comprends correctement, une analyse continue en ligne. Oui, alors c'est un trailer et dedans, nous avons un mass spectrometer et des pompes. Alors, nous avons toujours de l'eau qui est pompée et chaque 20 minutes, ça prend un échantillon et oui, fait une mesure. Et aussi, quelque chose que je n'ai pas mentionné, c'est que les résultats sont toujours évalués par un script et on peut regarder les concentrations en ligne. Alors, je peux être ici avant mon ordinateur et je peux regarder les concentrations qui sont été mesurées. Ça fait 30 minutes. Si ça, c'est la question. Oui, merci beaucoup.
Oui, Après, Isabelle. il y a là encore une question de dire Caillard, si l'efficacité du charbon actif a significativement évolué avec le niveau de saturation filtre. Donc, je ne suis pas sûre de... Oui, je pense, je comprends. C'est difficile à évaluer parce que nous avons toujours eu des différents substances et aussi je n'ai pas les informations sur la saturation de filtre. Alors je pense que je ne peux pas faire un statement sur ça. Merci alors pour la réponse. Je propose, s'il n'y a pas d'autres questions de compréhension, on aura encore le temps de poser des questions après. Hein. Moi, j'avais juste peut-être encore une remarque. De compréhension? Non, c'était plus un apport d'expérience par rapport à la forme Si ça te va, galénique. on passerait aux présentations, puis on a la discussion après pour partager ce genre de choses. Oui. D'accord, super, merci. Alors, je vais passer à ma présentation. Voilà, je me suis déjà présentée. Je travaille à la plateforme de technique des traitements, de traitement des micropolluants. Et pourquoi je parle aujourd'hui? C'est parce que je suis en fait responsable pour 2 projets qu'on a au VSA, donc à la plateforme, où l'industrie chimique et pharmaceutique est également, ça touche également cette industrie-là. Voilà. Donc, ces 2 projets que je vais rapidement présenter aujourd'hui parleront le premier projet de classer et d'évaluer des substances. Le but là, c'est vraiment d'aider les entreprises industrielles et les autorités à évaluer les substances qu'ils utilisent. Et puis le deuxième, ce sera un guide et aide-mémoire du VSA sur l'industrie chimique et pharmaceutique, où là, on a pour objectif de décrire l'état de la technique en matière de traitement des eaux usées dans ce secteur. Ces 2 projets sont un peu liés, en tout cas le premier influence sur le deuxième, parce que quand on a des substances dans son entreprise, ben voilà, on doit aussi les classer et les évaluer, et ça fait aussi partie de l'industrie chimique et pharmaceutique. Les 2 projets sont en cours, et je vais vous dire plus tard à quoi on en est. Voilà. Donc le premier projet, il est aussi classifié en 2 parties. Donc la première, c'est de vraiment classer substances. On se base là sur les propriétés de la substance. Donc, principalement, ce seront la toxicité et la biodégradabilité facile. Mais il y a aussi d'autres paramètres tels que la mutagénicité, la cancérogénicité, ou si c'est par exemple sur une liste substitute in out, donc POCIN ou SVHC, pardon, Substances of Very High Concern, qui est une liste donc de l'Agence européenne qui s'est déjà posé des questions par rapport à la persistance et la dégradation de substances et a pris certaines substances sur cette liste et qui, voilà, ça voudrait dire si une substance se trouve sur cette liste qu'il ne faudrait plus l'utiliser parce qu'elle a des propriétés qui sont problématiques. Donc là, il s'agit vraiment d'une estimation théorique, ou après, si on se pose la question, est-ce que je peux déverser ou pas, il faut regarder de plus près. Donc la première partie, c'est un peu plus pour sensibiliser quel type de substance est-ce que j'ai dans mon entreprise. Et la deuxième, ce serait pour évaluer un déversement avec une analyse de risque environnemental. Donc ici, il s'agit bien sûr aussi de respecter les exigences légales. Là, il y a l'état de la technique qui est bien sûr important, mais aussi les valeurs limites si on a qui sont à respecter. Il s'agit principalement en fait de regarder si le déversement qu'on a aura des effets nocifs. Et ça se fait par une comparaison de la concentration qu'on prédit, donc la Predicted Environmental Concentration, le PEC, ou
la MEC, qui est celle qui est mesurée, donc la Measured Environmental Concentration, qui va être mise en rapport avec la valeur où on n'attend pas d'effet nocif, soit dans l'eau par la PNEC, donc la Predicted No Effect Concentration, la valeur où on n'attend pas d'effet, ou une valeur de toxicologique humaine, parce qu'on part du principe que les eaux ou les milieux récepteurs, ils peuvent potentiellement être une source d'eau potable. Voilà. Donc ça, c'est un projet en cours de route que j'espère qu'en deuxième moitié d'année, je pourrai le mettre en consultation. Ensuite, le deuxième projet dont je vais vous parler, c'est le guide et les aides-mémoires du VSA pour la branche chimico-pharmaceutique. Le VSA travaille avec des guides qui sont des documents de base, en fait, qui sont surtout élaborés pour des secteurs complexes de l'industrie et l'artisanat. Et on y aborde des thèmes comme les substances problématiques, l'état de la technique en matière de traitement des eaux usées, et puis des mesures d'efficacité pour les ressources. Les aides-mémoires sont un peu plus courts, ils se basent sur le guide et ils sont vraiment sont censés résumer un peu ce qu'il y a dans le guide de manière pratique pour que ce soit vraiment pour que ça puisse être utilisé dans la pratique. Voilà. Une des choses qui est très importante dans l'élaboration de ce genre de documents, c'est d'impliquer toutes les parties prenantes. Et c'est pour ça que dans le groupe d'accompagnement, on a des représentants et des représentantes de différents secteurs. On a l'industrie, mais on a aussi la recherche et les associations sectorielles. On a des gens de bureaux d'ingénieurs, on a des autorités cantonales et puis le VSA qui sont représentés. Avec ce groupe d'accompagnement, on a aussi élaboré une première... on a défini ce qu'on aimerait mettre dans ce guide. Bien sûr, il y aura une introduction avec les bases légales, par exemple, et puis quelques exemples. Mais les 3 points principaux que j'aimerais partager avec vous, c'est qu'on aimerait vraiment y définir quels sont les processus qui génèrent des eaux usées. Donc, on a d'une part les processus de production. Par exemple, lors d'une synthèse, on peut par exemple avoir une séparation de phase. Et si on a une phase qui est de l'eau, ben, elle peut potentiellement aller dans l'eau usée. Ensuite, on a aussi les processus de lavage qui génèrent des eaux usées. Par exemple, ce que Julian a aussi présenté lors de lavage dans la formulation, par exemple avec un compresseur de recomprimé, par exemple. Ensuite, on abordera le sujet d'utilisation efficace des ressources. Et un des points, c'est vraiment de minimiser les apports à l'eau pour ne pas devoir la traiter, par exemple, spécialement. Et là, on a aussi comme exemple, par exemple, éliminer différemment la première eau de rinçage pour recueillir en fait des eaux très concentrées. Un prochain chapitre sera la caractérisation et l'évaluation de ces eaux. Donc, on va décrire dans le guide un peu les substances pertinentes qui seront attendues dans cette branche. Par exemple, les solvants, les principes actifs ou bien des métaux qui sont utilisés aussi lors de synthèse, mais également des paramètres généraux comme le pH ou le carbone organique dissous. L'état de la technique pour le traitement des eaux usées sera abordé aussi. Et là, ce sera vraiment aussi un challenge de rassembler les expériences et les pratiques courantes. Mais c'est vraiment le but de pouvoir donner une entrevue de ce qui se passe en Suisse pour le moment. À partir de ça, comme je l'ai dit, on aura l'aide-mémoire qui va se baser sur ce guide. Et on a décidé d'en faire 2, vu qu'il y a des eaux un peu différentes, un sur la synthèse en chimie et puis un sur la galénique. Voilà. Je l'ai dit, ça va être un challenge d'avoir l'état de la technique au niveau suisse.
Donc, principalement aussi pour les petites entreprises. Pour l'instant, dans le groupe de travail, on a aussi beaucoup de connaissances par rapport à la gestion des eaux usées dans les grandes entreprises, mais on aimerait aussi refléter l'état de la technique dans les petites entreprises. Et également, pour que je puisse prendre en compte la situation d'industrie un peu plus petite, je serais heureuse d'avoir un retour de votre part s'il y a des personnes qui travaillent dans une entreprise un peu plus petite, soit pour faire un échange virtuel ou si je peux passer une fois chez vous, je vous serais reconnaissante de prendre contact avec moi par le mail fabienne.exter@bsa.ch. Voilà. Ces documents-là sont en cours d'élaboration également. On attend une première version début 2024 et à peu près mi-24, on espère pouvoir les publier. Voilà. Et ce sera déjà le mot de la fin. Merci de votre attention et merci de prendre contact avec moi si vous avez des informations qui seraient pertinentes pour l'élaboration du guide. Voilà. Je vois qu'il y a des choses qui ont été postées. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions de compréhension. J'ai répondu à quelques questions qui sont Parfait. apparues. Super, merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que je viens de présenter, des questions de compréhension? Ça ne semble pas être le cas. Du coup, je vais donner la parole à Flavia Leonardi du canton du Tessin pour qu'elle nous présente. Je vais condiviser. D'abord, bonjour à tout le monde, salutations du canton du Tessin. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Flavia Leonardi, je suis responsable pour le secteur de l'eau industrielle au canton du Tessin avec ma collègue Daniela Prada. Alors, en 2017, le canton Tessin a participé à une première étude de l'EAVAG qui était très similaire à l'étude dont vous a parlé Julian tout à l'heure. Ça nous a donné l'opportunité d'approfondir la problématique de l'industrie pharma et en même temps d'améliorer nos connaissances dans ce domaine. Peut-être quelqu'un de vous se rappelle, j'avais déjà parlé de ce thème en occasion d'un cours de formation organisé par FAWESA en 2020 à Baden. La problématique est toujours la même et on a simplement affiné un peu notre stratégie comme canton. Et aujourd'hui, je veux vous raconter un peu où on est maintenant. Attendez. Voilà. L'étude de l'EAVAG de 2017 a concerné 5 industries pharma et 2 STEP au Tessin. Grâce à nos bons contacts avec l'industrie pharma, on a reçu par ces 5 entreprises la liste des substances, des API travaillées et les plans de production, ce qui était très important pour les mesures. Les API ont été analysés à la sortie de la STEP, ici, par EAVAG, et on a constaté fondamentalement 2 situations différentes. Je simplifie un peu, mais fondamentalement, on a eu deux situations. Alors, une première situation, c'est ça, on a trouvé des beaux pics, vous voyez, et puis ces pics étaient corrélés avec la production de cette substance dans l'industrie pharma. Et donc, la bande rouge ici que vous voyez, ça représente la période de production de cette substance dans l'entreprise. La deuxième situation qu'on a trouvée, l'autre extrême, disons, c'est ça. C'est donc, on n'a rien pu mesurer, donc la courbe était très plate. Et en corrélation aussi avec, pendant ce temps, la substance a été travaillée aussi, mais on n'a rien pu mesurer. Qu'est-ce que ça signifie? C'est simple. Dans le premier cas, on l'a constaté chez les industries qui déversaient sans pré-traitement. Alors que la courbe plate, on l'a retrouvée chez les industries qui avaient un pré-traitement chez soi ou bien faisaient une inactivation de la substance. Alors, c'est des constatations assez logiques, mais ça nous a donné quand même la possibilité de faire quelques réflexions sur ces données chez nous au service.
D'abord, la première constatation, c'est sur l'état de la technique, ce fameux état de la technique dont tout le monde parle, mais qui n'est pas tellement concrète comme comment on dit, comme mot. Et la technique maintenant est là, elle fournit la solution pour retenir des substances. Donc, on a à disposition une technique qui nous permet de retenir les API dans l'entreprise. Ça, c'est une première constatation. La deuxième réflexion, c'était que les API, donc ces substances, c'est des substances actives, comme le dit le mot, donc elles sont synthétisées exprès pour pouvoir obtenir un effet dans l'organisme, et donc ça, on ne veut pas avoir dans les canalisations, en principe. Et troisièmement, s'il y a des entreprises qui arrivent à cette solution-là, à cette situation-là, donc où on ne peut rien mesurer, pourquoi permettre qu'il y a sur notre territoire d'autres entreprises qui font à peu près la même chose et qui arrivent à ces situations-là? Donc, en se basant sur ces considérations, on a décidé internement chez nous, dans notre service, qu'on ne veut pas de déversement de API aux égouts publics. Et donc, à partir de 2018, on a fixé des exigences très précises pour l'industrie pharma, c'est-à-dire on prétend de 2018 que l'industrie ait chez soi ou bien un pré-traitement, ou bien qu'elle fasse une inactivation des substances actives, ou bien qu'elle fait une récolte des eaux de lavage, au moins les premières eaux de lavage, et puis qu'elle les élimine comme déchets spéciaux. Alors, chez nous, on parle surtout de destillateurs. Décidé d'installer un distillateur, peut-être elles se sont parlé aussi les industries. Donc, nous, on n'a pas fixé la technologie qu'on voulait. On a laissé liberté aux entreprises et pratiquement tout le monde a choisi le distillateur. On a entendu par la présentation de Julian que le charbon actif, ça fonctionne aussi. Donc, c'est un choix de l'industrie de choisir quel pré-traitement ils vont installer. La deuxième Distillateur ou évaporateur? c'est la même chose, évaporateur. Ok. Oui. Donc, on va concentrer simplement on va voir le distillat, donc va partir dans les eaux, et ce qui est concentré, il est éliminé comme déchet spécial par incinération. Et la deuxième possibilité qu'on a donnée, c'est l'inactivation. En dépendance de la substance qu'on travaille, il y a la possibilité de l'inactiver, donc avec de l'acide, de la soude, des oxydants. Donc, l'entreprise même, elle doit faire ces stress tests. Donc, elle doit nous confirmer que la substance n'est plus là après l'inactivation. Et donc, ils peuvent le faire soi-même, chez soi, dans l'industrie, ou bien le donner à des tiers de tester un peu ça. Mais à la fin, ils doivent nous démontrer que ça fonctionne avec des analyses. Ça, c'est la deuxième possibilité. La troisième possibilité, c'est la récolte, comme dit, de ces eaux de lavage. C'est un peu le plus facile à faire, mais ça engendre des volumes d'eau importants. Et donc, à long terme, peut-être, ça ne vaut pas tellement la peine. Et là, on demande que les eaux de lavage soient incinérées. Donc, on demande la confirmation qu'ils soient incinérés. Et puis, on demande que ça, c'est prévu, ça bien écrit dans des procédures internes. Donc, ils doivent faire un effort et écrire ça. Ils ont beaucoup de procédures dans ces industries pharmaceutiques. Ils doivent avoir des procédures internes qui décrivent exactement là où ce qu'il faut collecter séparément et ce qu'on peut déverser sans pré-traitement. Bien sûr, il y a des exceptions comme partout. Par exemple, une exception, ça pourrait être des API particuliers. Donc, s'il y a une entreprise qui travaille une substance active et qui peut nous démontrer que ça n'a pas de toxicité,
Par exemple, on a un cas ici au Tessin où il y a une entreprise qui travaille de l'acétylcystéine, donc c'est un acide aminé qui n'a pas de toxicité. Là, on ne va pas demander le pré-traitement, on ne va pas demander fixer ces exigences. Ou bien un autre exemple, ça pourrait être, on a aussi une autre entreprise qui fait une extraction de l'urine de substances. Là aussi, c'est quelque chose d'origine naturelle et là, on ne demande pas. Disons, les exigences sont de base, on fixe ça, mais on est quand même toujours prêt de faire une évaluation au cas par cas. Alors, comme vous voyez, on a eu une approche assez pragmatique pour l'industrie pharma. Normalement, les autorisations, vous connaissez, vous êtes des autorités aussi. Ça va comme ça, on s'appuie sur l'ordonnance sur les eaux qui a des limites et des concentrations. Ça, c'est la situation très facile qu'on aimerait avoir toujours. Mais chez les industries pharma, ça ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas de limite et donc on a dû un peu s'inventer quelque chose pour résoudre la problématique des industries pharma. Et là, on a fait le discours un peu dans l'autre sens, donc de droite vers gauche. On est parti avec sûrement notre point de départ, c'était l'étude de Léa Vague qui nous a fourni ces données mesurées. Donc, puis, on a l'expérience pratique, pas seulement pour nous comme autorité, mais aussi pour les industries pharma. Avec cette étude, ils ont acquis une expérience importante. Donc, ils ont approfondi aussi la problématique. L'état de la technique, on a eu finalement on a pu mesurer des valeurs sur la base de l'état de la technique, de la technique qui a été appliquée dans l'industrie, dans l'entreprise. Et l'analytique. L'analytique, c'est quelque chose qu'on a besoin. Donc, c'était vraiment très important d'avoir à disposition des données mesurées et pas seulement des évaluations très théoriques sur la base de la perte théorique de ces substances. C'était important d'avoir à disposition des valeurs vraiment mesurées, des concentrations mesurées et puis des charges aussi. Tout a été discuté, beaucoup discuté avec l'industrie. Donc, c'est une solution qu'on a un peu construite avec l'industrie. On n'a pas agi seulement comme autorité de l'eau haut vers le bas, mais ça a été vraiment très, très discuté avec l'industrie. Et sur la base de ces éléments-là, on a fixé comme canton des limites pour les API, donc pour les substances actives, ordre de grandeur 100 microgrammes par litre. Donc, nous, on a décidé de mettre une limite avec de concentration parce que c'était aussi une demande de la part de l'industrie parce que si on demande seulement de mettre une installation de pré-traitement mais sans fixer de limite, pré-traitement, ça veut dire quoi? Une flocculation, ça suffit ou bien il faut avoir le charbon actif ou bien ça. Donc, il faut avoir, selon nous, c'était très important d'avoir des limites précises pour nous, mais aussi pour l'industrie, pour voir où il faut en arriver avec ce pré-traitement. Donc, on a fixé ces limites. L'autocontrôle, dès qu'on fixe une limite, c'est aussi important que quelqu'un contrôle, c'est que ces limites est respectées. Et ça, on le fait nous, mais on demande premièrement que c'est l'industrie qui le fasse, donc quelle est la méthode analytique de pouvoir se autocontrôler. Alors, normalement, les industries de formulation, on travaille beaucoup de principes actifs. Donc, il y en a de 50, 60, 70 substances différentes. On peut bien sûr pas prétendre que chaque substance est contrôlée au déversement. On doit forcément choisir
seulement 3-4 substances qui sont un peu l'indicateur de la bonne réussite du pré-traitement. Et nous, on a fixé au Tessin des critères pour le choix de ces API et pour l'autocontrôle. C'est ce que vous voyez. Donc, un premier critère, c'est la quantité des API qui sont travaillées. Bien sûr, ça, c'est un premier critère. Donc, le nombre de campagnes de production, la solubilité dans l'eau, l'écotoxicité, donc les phrases H, les PINEC, comme ça qu'on a à disposition, et la limite de quantification de la méthode analytique qui a à disposition l'industrie pharmaceutique. Il y a quelques années, elle travaillait avec des limites de détection trop hautes. Puis, on a demandé qu'il cherche à avoir une méthode qui permet d'aller au moins jusqu'au microgramme par litre. Ça, c'est important parce que si la méthode permet seulement d'aller jusqu'au milligrammes par litre, ça ne suffit pas. On doit aller forcément jusqu'au microgramme par litre pour pouvoir faire un autocontrôle. Sur la base de ces critères-là, on a choisi pour chaque entreprise 3-4 API, même si on en travaille 50 par exemple, on a choisi 3-4 API qui sont un peu l'indicateur de la bonne réussite de l'autocontrôle. Et les autocontrôles, ça dépend un peu cas par cas, mais ça va de 2 à 12 contrôles par an à peu près. Puis ça, les résultats nous sont transmis et nous aussi, on fait des contrôles aussi. On fait des contrôles de l'autocontrôle par des laboratoires externes. Enfin, la situation qu'on a, donc on a d'abord, on doit dire qu'on a 39 industries pharma qui sont écrites à Farmindustria Ticino, dont à peu près la moitié, 18, avec une autorisation de déversement selon OO. Et là, vous voyez dans cette colonne-là la situation qu'on avait en 2017. Donc, pour ce qui concerne le déversement, on avait 4 cas, 4 entreprises qui avaient un concentrateur. Donc, c'était les entreprises où on a trouvé la courbe qui était plate. 4 entreprises qui faisaient la récolte comme déchets spéciaux et l'élimination. Puis, il y avait une entreprise qui inactivait un API. Puis, dans 3 cas, le traitement n'était pas nécessaire ou bien il suffisait une neutralisation. Et puis, 4 cas, 4 entreprises qui déversaient sans pré-traitement. On avait en 2017 16 entreprises en total. Ça, c'est la situation du 2023. Je voudrais vous faire noter le 0 qu'on a ici, c'est-à-dire on a finalement, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui déverse sans pré-traitement. Alors, on a discuté pendant ces 6 ou 7 ans, 6 ans, on a réussi à faire de manière que les entreprises installent des installations de pré-traitement ou bien qui fassent de l'inactivation. Alors, vous voyez, on a les concentrateurs, comme je vous disais avant, c'est un peu la technologie que tout le monde a choisie. On a 9 concentrateurs. On a les cas où on élimine comme déchets spéciaux, c'est toujours 4. Une entreprise de plus qui a pu nous démontrer que avec une activation, ils ont pu résoudre la situation. Et les 3 cas ce sont toujours les mêmes. Et enfin, on a 18 entreprises. Donc, on a 2 nouvelles entreprises qui ont été réalisées dans nos cantons. Et voilà, ça c'est un peu la situation qu'on a maintenant. Et si vous avez besoin d'informations, je suis volontiers à disposition avec ma collègue Daniela Prada. On a fait ce projet les deux et donc je suis à disposition pour des questions. Merci. Super, merci beaucoup Flavia. Merci pour votre écoute également. Est-ce qu'il y a des questions de compréhension? Tout d'abord à Flavia. Peut-être une. Tu sais pourquoi les concentrateurs, c'était le pré-traitement de choix? Bon, il y avait une entreprise avant, quand on a fait l'étude en 2017, il y avait déjà une entreprise qui avait installé ça. Et
qui avait reçu de bons résultats. Donc, je pense qu'elle a fait un peu l'école. Il a eu sûrement contact avec les autres et donc ils se sont un peu parlé. Puis je peux imaginer aussi le vendeur qui était responsable pour la vente de ces installations. Il a vu un peu le marché, il a fait un peu de marketing. Je ne sais pas. Maintenant, on est en train de tester un système avec une école de la Suisse alémanique avec du charbon actif et ça fonctionne. Les premiers résultats sont bons et donc peut-être on va avoir aussi une solution avec des charbons actifs bientôt. Okay. Intéressant, merci. D'autres questions? Ah, voilà. Une question pour toi, Flavia. Est-ce que l'exigence de 100 microgrammes par litre, c'est par molécule? Oui, c'est par principe actif, oui. Et ça est venu un peu de l'expérience parce qu'on a vu qu'on arrive, si le distillateur sur l'installation de pré-traitement est bien géré, c'est possible, absolument possible de rester dans ces limites de 100 microgrammes par litre. Et donc, on a décidé très pragmatiquement, c'est possible de le faire avec une technologie qui est présente sur le marché. Donc, on demande que ça devienne un peu la normalité. Voilà. Merci. Hugues, tu as une question aussi? Ouais, bonjour à tous, salut Flavia. Tu as parlé de contrôle de haute surveillance. C'est des contrôles inopinés ou comment ça se passe? Parce que bon, le problème des principes actifs, on ne sait pas trop ce qui va être déversé. C'est pas forcément facile de savoir à quel moment faire un prélèvement pour, ou bien comment ça se passe au niveau de ces contrôles de la haute surveillance. Oui, alors, donc c'est juste, il faut arriver au bon moment, ça c'est juste. Et on a parlé très clairement avec les industries, on a dit, vu que vous avez dépendu beaucoup d'argent pour installer ce pré-traitement, ça vaut la peine que vous fassiez les analyses qui ont un sens. Donc, il ne faut pas arriver 1 heure après que l'eau est déjà partie. Donc, on a confiance dans l'industrie qu'elle fasse le prélèvement au bon moment. Donc, je dis, la discussion avec l'industrie, c'était très importante parce que si elles veulent, elles peuvent nous raconter ce qu'elles veulent, ces industries. Donc, c'était très important d'avoir une confiance réciproque. Même nous, s'il y a une fois que la limite est dépassée, ils trouvent des concentrations à 300 microgrammes ou à 500 microgrammes, on accepte ça, c'est disant qu'on peut toujours discuter, non, c'est pas qu'on arrive avec je sais pas, payer, on fait payer. Donc, c'est une discussion pour chercher de maintenir ces 100 microgrammes par litre qu'on réussit à maintenir si l'installation est bien gérée. Et donc, ça, c'est un peu le but à maintenir à long terme. Si il y a des moments où on a aussi pour des raisons qui sont très concrètes. On a des dépassements au moment, c'est pas si grave. Donc, la limite, c'est fixée au long terme. Oui. Ok, merci. Voilà, du coup, nous, on a aussi une question pour vous. Donc, c'est la prochaine question dans Slido. Est-ce que vous pensez que les entreprises doivent disposer d'un pré-traitement des eaux usées? Je vous invite à participer à notre petite question. Donc, je partage les résultats. On a à peu près 3/4, 70% maintenant, ça bouge encore un peu, avec 20 participants et participantes qui pensent que oui, ça dépend de la situation, eux, et 30% qui disent que oui, absolument, il faut un pré-traitement. Merci pour votre participation. Du coup, voilà, je ne sais pas s'il y a encore des questions de compréhension ou d'autres remarques. Isabelle, toi, tu en avais une peut-être. Je ne sais pas si j'ouvre la discussion volontiers. Oui, c'était juste d'ajouter, c'était par rapport à la présentation de Juliane et puis la question de la galénique. C'était plus une remarque par rapport aux entreprises vaudoises.
Je ne crois pas que c'est la question de la galénique, effectivement, qui définit s'il y a rejet ou pas. Ça a été démontré dans la présentation. Moi, ce que j'ai pu voir, c'était plus par rapport au prix, simplement au prix de la matière première. Ça veut dire que plus il y a des composés, des principes actifs qui sont extrêmement peu, qui sont très bon marché et puis ceux-ci, du coup, il y a très très peu de récupération du coût de l'industriel puisque le coût engendré n'est pas suffisant pour pouvoir le récupérer. Et du coup, une récupération, en fait, ça ferait qu'ils ont un taux de récupération de synthèse qui est meilleur, ou bien où ils récupèrent dans les machines elles-mêmes le latex. Alors, plus le principe actif coûte cher à la base, plus il sera évidemment récupéré par l'entreprise parce que c'est des frais, c'est une perte pour eux. Et plus le principe actif est bon marché, plus ils le laisseront aller au niveau des eaux usées et ça partira avec les rejets. Ce serait une question intéressante pour Juliane encore dans le projet. Est-ce que tu as les prix des substances actives qui ont été analysées? Alors, je ne suis pas sûr si j'ai compris bien. Vous pensez que les pertes ont quelque chose, c'est en relation avec le prix du médicament? Oui. Je ne suis pas sûr. Je pense les entreprises, ils disent que pour eux, c'est toujours tout ce qu'ils perdent, c'est une perte. Ils ne font pas ça parce qu'ils aiment faire ça. Et je pense aussi, c'est parce que j'ai montré les taux de perte pour les entreprises, c'est vraiment peu s'ils perdent moins de 1% par exemple. Mais quand on formule, je ne sais pas, 100 kg d'une substance, pour l'environnement, ça peut être significant. Mais je ne suis pas sûr si ça a à faire quelque chose avec le prix. Alors moi, je le connais de la synthèse aussi, que le prix a une répercussion, bien sûr, sur à quel point on va aussi essayer d'optimiser la synthèse. Mais en galénique, je ne sais pas, mais d'après Isabelle, ça aura aussi une répercussion sur les pertes. Ouais. Merci. Oui, je pense que ça dépend plus du process. Oui, les volumes et la consistance et des choses comme ça. Ça dépend plus du processus. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques encore? Oui, Nadir. Oui, ma question porte sur la précision de l'approche par le bilan de matière. Est-ce que les entreprises contrôlées, suivies ont pu confirmer qu'entre leurs estimations via ce qu'ils consomment et ce qu'ils récupèrent comme produit, est-ce qu'ils ont une bonne estimation de ce qui part dans les eaux? Donc, en gros, est-ce que le suivi du bilan de matière de la production est assez suffisamment précis, généralement, pour déduire ce qu'il y a ce qui part avec les eaux usées? Oui, quelquefois, c'était possible à comparer, mais je pense que pour les entreprises, souvent, ce n'est pas tellement précis. Alors, ils savent que ils ont une récupération de 98 ou oui, 97, 98, 99%, quelque chose comme ça, mais pas plus précise. Et oui, quelquefois,
nous pouvons faire une comparaison et c'était plus ou moins comme nous avons expecté. D'accord, merci pour la réponse. Donc, on reste dans l'ordre plutôt du pourcent, ce qui est quand même très approximatif si on fait le bilan en matière production par rapport aux mesures dans les eaux qui là, permettent d'atteindre plus de précision. Oui, ils font une bilance de masse. Je ne sais pas si ça c'est le mot. Oui, oui. Et oui, mais ce n'est pas plus précis que 1 ou 2%. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que du coup, je vais poser moi peut-être une question. Est-ce que vous pensez que on peut exiger des entreprises qu'ils fassent ce genre de constat, de regarder, de faire un peu une analyse de risque environnemental pour leurs substances actives? Quelle est l'expérience dans les cantons? Je ne sais pas s'il y a aussi des entreprises qui veulent prendre position. Nadir, tu as encore la main levée, je ne sais pas si tu veux. C'est encore Bon, un coup d'avance. je vais profiter alors. Bon, dans le pharmaceutique, je n'ai pas une expérience très précise, mais généralement, quand même, les entreprises fournissent les fiches de sécurité et sont intéressées d'avoir notre avis des informations qui figurent. Donc, et dans certains cas, quand les fiches sont précises, les fiches de sécurité sont précises, ça apporte des informations intéressantes pour avoir une estimation du risque. Mais ce n'est pas forcément le cas avec tous les produits, et en particulier les intermédiaires, lorsqu'il y en a. Merci. D'autres opinions par rapport, Hugues? Ouais. J'aurais tendance à rebondir sur ce qu'a dit Nadir et puis ce qu'a dit Flavia. Quand elle disait, oui, les entreprises aiment bien une norme ou quelque chose pour établir des éléments. Alors là, je verrais assez une sorte de mode d'emploi, dire, ben voilà, comme tu as présenté un peu, pour déterminer si le produit est toxique, vous regardez telle et telle chose, enfin, une sorte de fil conducteur. Puis après, comme ça, les entreprises peuvent se baser là-dessus pour dire, ben oui, voilà, nous, on a telle substance qui pourrait être embêtante, ou bien non, tout est biodégradable, et puis pas écotoxique, et puis tout va bien, entre guillemets. Donc, je pense que de ce point de vue-là, une aide ou quelque chose qui comment, uniformise un peu la méthode de travail, donne une méthode de travail pour être intéressante et probablement attendue par les entreprises, quoi. Merci, Sébastien. Et moi, je vais rebondir sur les deux, plutôt dans le même sens. C'est intéressant. Et Nadir l'a mentionné à un moment donné aussi des produits intermédiaires. Je pense qu'une telle étude ne doit pas se concentrer que sur le produit final ou ce qui est attendu, mais aussi ce qui est peut-être possible dans les produits intermédiaires, dans les processus de production. Je crois que, par exemple, la station rousse là, d'observation du train, on a de plus en plus des pics, non plus par les substances qu'on connaît, mais justement dans les produits intermédiaires de production. Donc, c'est toute la filière qui doit être étudiée dans ce cas-là, et pas seulement se concentrer sur le produit final. Ça rend la chose un peu plus compliquée des fois, hein, ça c'est sûr, parce qu'il y a peut-être aussi moins de connaissances et d'études qui sont faites sur les substances intermédiaires. Et pour toi, cette tâche, elle incombe à l'entreprise elle-même? Oui. On est dans un... Oui, je pense qu'elle incombe à l'entreprise. L'autorité a besoin d'avoir des informations pour se prononcer. Il y a aussi une espèce de règle de jeu, aussi de confiance.
surtout avec le système en Suisse, où c'est vrai qu'on mentionne toujours cet état de la technique qui est à la fois voilà, pour la production que pour le traitement des eaux usées, il ne faut pas oublier aussi pour la production. Et pour que l'autorité puisse s'exprimer, il faut qu'elle puisse avoir des informations sur cette partie-là aussi, de la boîte entreprise. Et c'est à elle, à mon sens, de fournir ces informations. Alors peut-être, c'est intéressant peut-être pour la suite, comme pour toute la série de constructions, on a fait des cahiers des charges, on a fait des checklists par rapport à l'étude d'impact environnemental. On pourrait s'inspirer peut-être de ce genre de documentation et de démarche par rapport à l'évaluation du risque environnemental des entreprises de formulation, de transformation, je ne sais pas quel nom on peut leur donner. Merci, ça me permet de faire de la publicité pour le prochain webinaire de la plateforme en collaboration avec la Haute École du Nord-Ouest de la Suisse, la FANV, où on va présenter l'outil de screening à B-Screen, qui permet aussi justement de regarder si on a des eaux usées potentiellement toxiques. Parce que des fois, c'est vrai qu'on ne sait pas quels sont les produits intermédiaires, quels sont les produits de transformation, qui aura lieu en novembre. Le 7 novembre, donc à nouveau à 4 heures avec le même lien. Je me permets de faire un peu de pub, je vais mettre le lien dans le chat. Et ce sera en français avec, en allemand avec traduction simultanée en français, voilà. Voilà, d'autres tours encore, une dernière occasion, je vais dire, de prendre position ou de poser une question. Je pense que Julian, Flavia et moi, on va aussi rester encore un petit moment dans le meeting si jamais quelqu'un veut encore poser une question. Sinon, en comité restreint. Donc, ce n'est pas le cas de ce que je vois. Donc, je vais juste encore partager ma dernière slide pour aussi que vous ayez notre contact. Alors, voilà. Donc, je l'ai dit en introduction, il y a eu différents acteurs, actrices qui faisaient partie du projet. Et EcoSuisse et Science Industries aussi, dont vous avez aussi les emails là si vous avez des questions ou des remarques encore, on les accueille avec plaisir. Voilà. Voilà, donc encore la dernière opportunité pour poser une question, sinon est-ce qu'il y a encore des questions? Nadir. Alors, je vois le nombre de partenaires que vous avez. Est-ce que une industrie qui souhaiterait se faire épauler par des mandataires spécialisés, est-ce qu'il y a des bureaux de consultants que vous avez identifiés qui ont ce type de compétences potentiellement d'accompagner les industries, sachant qu'en généralement, il y a souvent un secret d'affaires, en particulier dans le pharma, mais voilà, je me demandais si ce type de savoir-faire avait tendance à s'étoffer. Alors oui, il existe des bureaux pour accompagner les industries. Après, ça dépend un peu de quelle question. Je pense qu'il y a des bureaux spécifiques pour les étapes de pré-traitement, qui seront plutôt des bureaux d'ingénieurs. Mais après, il y a aussi des bureaux qui font des analyses de risque environnemental. Donc, c'est un peu, vu qu'on a présenté différentes choses, je ne sais pas si tu voudrais spécifier ou si c'était général par rapport à toutes ces en questions. particulier pour évaluer l'impact spécifique de substances où il manque peut-être des données, où il faudrait étoffer les données plutôt que pour l'aspect pré-traitement. Ouais. Vraiment évaluation du risque, comme on a discuté. Ouais. Alors, le centre Ecotox fait bien sûr des analyses. Après, ça, ce sera surtout s'il faut qu'il y ait une prescription légale. Je dirais que c'est le centre Ecotox qui est primeur dans ce domaine-là. Mais il y a aussi des bureaux, des laboratoires d'analyse qui font des biotests pour pouvoir en dériver des concentrations toxiques ou non. D'accord. Généralement, ils donnent un résultat, mais
il y a peu de, au niveau de l'interprétation, c'est pas forcément, je veux dire, ça, l'aspect relativisation, quantification du risque n'est pas forcément toujours Inclus dans objectivé, on va dire. Ouais. Alors, je dirais que Econeta le fait, en tout cas l'interprétation. Après, voilà, il faut toujours aussi regarder, vu qu'il n'y a pas de base vraiment légale, l'interprétation est toujours à faire aussi avec l'autorité d'exécution, en fait. Tout à fait. Ben, merci pour ce retour. Alors. Avec plaisir. Sébastien, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose ou si ma réponse convient. Non. D'accord. La réponse convient. Super. Alors, je vous remercie pour votre attention et votre participation. Merci encore une fois à Flavia et Yunan pour leur présentation, à vous pour vos questions et vos remarques.